Il est 9h30 à l'horloge officielle. Nous pouvons commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance du cours de cette année qui, comme vous le savez, est consacrée aux fluides quantiques couplés en général et plus particulièrement aux jonctions Josephson. Et aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on s'intéresse à la dynamique d'une jonction Josephson. Par dynamique, vous allez voir ce que j'entends, essentiellement sa caractéristique, comment elle se comporte quand on impose un courant, quelle est la tension, et vice-versa. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que tout à l'heure, on aura le plaisir d'écouter Monika Edelsberger du Max Planck Institute de Munich pour l'optique quantique et de l'université Ludwig Maximilian, qui nous parlera de simulation quantique, Engineering and Understanding Quantum Systems, Atom by Atom. Donc ce sera vers 11h15. Voilà. Bien, alors, je vous rappelle où est-ce qu'on en était la dernière fois. On s'est intéressé aux jonctions Josephson en toute généralité, c'est-à-dire d'abord évidemment les jonctions supraconductrices, qui sont là où le phénomène a été mis en premier en évidence, mais aussi aux jonctions faites avec des atomes. Donc les jonctions supraconductrices, eh bien, elles sont représentées à gauche, là. Vous prenez deux supraconducteurs, caractérisés par leur phase macroscopique, qui décrit donc la fonction d'onde des paires de Cooper, phi A à gauche, phi B à droite. Ces deux supraconducteurs sont connectés, si je puis dire, via une fine barrière isolante. Cette fine barrière isolante est suffisamment fine donc, pour permettre le passage par effet tunnel d'une paire de A à B ou de B à A. Et à ce moment-là, eh bien, ce qu'on a vu, et ce que je vais rappeler au tableau, c'est qu'il y a un courant qui va pouvoir circuler de A vers B ou de B vers A lié à cette phase, phi A et phi B, en l'absence de toute différence de potentiel électrique entre les deux supraconducteurs. Et puis, on a également vu comment implémenter les mêmes idées, les mêmes concepts sur des jonctions atomiques, où là, bien, vous prenez un puits de potentiel donc, qui va contenir vos atomes, par exemple ce puits peut être parabolique, et puis on place quelque part dans ce puits une nappe de lumière très fine. Très fine, ça veut dire de l'ordre du micron, enfin aussi faible qu'on peut, compte tenu de la limite de diffraction. Et les atomes vont pouvoir passer par effet tunnel à travers cette barrière. Et là encore, eh bien, j'ai deux états macroscopiques. À gauche, une fonction de psi A, à droite, une fonction de psi B, dont j'appelle phi A et phi B les phases. Et de la même façon, on établit ces relations de Josephson. Alors, ces relations de Josephson, je vais tout de suite les écrire au tableau, puisqu'elles vont nous servir tout le temps. Donc, les deux relations de Josephson, ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Voilà, donc la jonction, on la modélise par une croix comme ça. Donc, j'ai mon point A à gauche, mon point B à droite. Je définis le courant grand I, qui par définition est le courant qui circule de A vers B. Et puis, donc, j'appelle phi, c'est la phase phi A moins phi B, la phase relative. Si nécessaire, j'ai aussi mon potentiel électrique V qui sera VA moins VB. Et la première relation de Josephson donc, nous dit quel est le courant qui circule, indépendamment de toute différence de potentiel, compte tenu des phases phi A et phi B. Et ce courant, on avait vu qu'on pouvait le mettre sous la forme I égale IC sinus phi. Et puis, si la différence de potentiel V est non nulle, eh bien à ce moment-là, la phase va évoluer dans le temps. Et l'équation d'évolution de la phase, c'est h bar phi point égale 2E. 2E, c'est la charge d'une paire de Cooper. Hein. E, c'est la charge élémentaire de l'électron. Donc 2E, c'est la charge d'une paire de Cooper, sauf que je prends E positif. Donc 2E est positif dans toutes mes équations. 2E fois V. Voilà. Et ça, ce sont donc les deux relations de Josephson qu'on a vues la dernière fois. Et c'est à partir de ça donc, qu'on va construire les caractéristiques, c'est-à-dire la manière dont la tension varie en fonction du courant, ou le courant en fonction de la tension. Alors, ce qu'on avait vu également la dernière fois, c'est que ce que j'ai représenté ici au tableau, c'est à ce stade une jonction idéale. Mais on ne peut pas, avec simplement ces équations, répondre à toutes les questions qui se posent sur une jonction Josephson. La première des questions, c'est que se passe-t-il si je branche un générateur de courant dont l'intensité est supérieure à IC? Ben, clairement, là, je ne sais pas ce qui va se passer, puisque
avec cette écriture-là, il est forcément inférieur ou égal à IC, en valeur absolue. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est que pour enrichir la description, pour pouvoir décrire l'ensemble des situations physiques, en fait, il y a un modèle qui est très performant, qui est ce modèle RCSJ, pour Resistively and Capacitively Changing Junction. Et ce modèle consiste à prendre notre jonction idéale, qui est ici, donc IC sinus phi, traversée par un courant IC sinus phi, et lui mettre en parallèle une résistance grand R qui va décrire tous les effets liés à la dissipation, qui peuvent être multiples. Ça peut être lié à des imperfections de la jonction, ça peut être un passage des quasi-particules, c'est-à-dire des électrons non appareillés, ça peut être beaucoup de choses. Disons qu'on le modélise par une résistance, décrite par la loi d'Ohm. Et puis également, on décrit le fait que les deux phases de la jonction forment une capacité, et donc il y a des effets capacitifs en plus qui ne sont pas décrits dans ces deux relations de Josephson, et donc on met également une capacité C en parallèle. Voilà. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est supposons que je branche ma jonction sur un générateur de courant, donc j'ai un I total constant, quelle est la tension aux bornes de la jonction? Quelle est la tension VA-VB? Et j'ai mis ici tension moyenne, parce qu'on va voir qu'il y a des situations où même si le courant I est constant, la tension L va osciller dans le temps de manière sinusoïdale, et donc ce qui va nous intéresser, c'est la valeur moyenne de cette tension aux bornes de la jonction. Alors voilà le plan du cours. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur les jonctions supraconductrices, et on va donc essayer de comprendre cette caractéristique courant-tension. Dans certains cas, on va voir qu'on peut faire une approche analytique. Dans d'autres cas, il faut se tourner vers le numérique. J'ai remis ici un exemple de caractéristique qui est la toute première qui a été publiée, qui est due à Shapiro en 1963, donc juste un an après la publication de son article par Josephson. Et vous avez donc un exemple de caractéristique, c'est-à-dire que vous avez l'intensité en abscisse, la tension en ordonnée. Vous avez ce segment ici, qui est donc un segment à tension nulle, où vous avez une énergie qui peut varier entre une valeur négative ici et une valeur positive là. Et ça, ce qu'on va voir dans un instant, ce segment-là, c'est rien d'autre que ce I égale IC sinus phi avec V égale 0. Donc la phase est constante, puisque phi point est nul, et vous avez I qui peut varier entre plus IC et moins IC. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait attendre, et on va le retrouver. Et puis vous avez ces branches-là qu'il va s'agir d'expliquer, et pour ça, le modèle RCSJ va nous le permettre. Ensuite, on passera aux jonctions atomiques, et on regardera comment est-ce qu'on peut, avec une jonction atomique, par exemple dans une boîte, un gaz d'atome dans une boîte, avec cette nappe de lumière qui crée la jonction, comment est-ce qu'on peut mesurer une caractéristique? Et vous voyez que ce n'est pas complètement évident, mais il y a un moyen de le faire. Ensuite, on se posera le problème de quels sont les paramètres des jonctions atomiques. Les paramètres des jonctions Josephson, ce sont des choses bien connues que vous pourrez trouver dans la littérature. Par paramètres, j'entends quelle est la valeur de la capacité, quelle est la valeur de la résistance qu'il faut mettre, quelle est la valeur du courant critique. Ça, c'est des choses qui sont connues depuis des dizaines d'années maintenant. Mais pour les jonctions atomiques, c'est beaucoup plus frais. Et on discutera ensemble quels sont les paramètres qu'on peut attendre dans le cadre de ce modèle RCSJ pour les jonctions atomiques. Et puis ensuite, on reviendra aux jonctions supraconductrices pour nous concentrer sur l'effet tunnel macroscopique, qui est un des effets magnifiques qui a été vu avec ces jonctions Josephson. Ce sont les expériences de Clark, Dévoré et Martinis, faites au début des années 80, et qui ont fait l'objet du dernier prix Nobel, remis donc en décembre 2025. Voilà le programme pour aujourd'hui. Donc commençons par la caractéristique courant-tension d'une jonction supraconductrice. Et la première chose que j'aimerais faire, je vais le faire au tableau, c'est donc revenir sur la mise en équation de ce modèle RCSJ, et puis le résoudre dans un cas simple, qui est en fait le cas où les effets capacitifs sont négligeables, c'est-à-dire le cas où c'est purement résistif. Bien, alors allons-y. Le modèle RCSJ. Et ce modèle, donc on l'a déjà étudié ensemble un petit peu la dernière fois, donc là je vais aller assez vite pour écrire les équations, mais donc ce modèle il consiste à prendre d'une part la jonction, d'autre part la résistance, et enfin la capacité. Comme ça, voilà, tout ça est mis en parallèle, et j'ai donc mon point A ici, mon point B là. Et donc, si je m'intéresse à l'intensité totale, grand I, alors dans les notes, parfois je mets un indice tot quand il peut y avoir une ambiguïté, mais là, grand I, c'est l'intensité totale,
celle qui arrive ici, mesurée toujours de A vers B, eh bien, cette intensité totale, ça va être la somme des trois intensités, bien sûr, puisque j'ai un système, trois systèmes en parallèle, donc grand IC sinus phi, plus l'intensité qui traverse ma résistance, qui est simplement V sur R, et puis l'intensité qui passe dans la capacité, donc une intensité dans une capacité, c'est la dérivée de la charge de la capacité, hein, I égale Q point, et la charge d'une capacité, c'est C fois le potentiel V. Donc l'intensité, ce sera C fois V point. Et puisque V est directement relié à phi point, hein, je peux remplacer V par phi point et j'obtiens comme ça une équation qui, connaissant I, doit me permettre, en principe, de terminer la phase ou l'évolution de la phase. Donc si je remplace V par son expression en fonction de phi, j'ai donc toujours IC sinus phi, plus V sur R. Donc V, c'est H bar sur 2E phi point. Donc je vais avoir H bar sur 2E R phi point, et puis CV point, donc H bar sur 2E avec un C au numérateur, donc H bar C sur 2E phi point point. Voilà, donc ça c'est l'intensité en fonction de la phase. Je vérifie que je ne me suis pas trompé dans un facteur 2, non, c'est bien ça. Donc, ayant cette équation, il est clair qu'il y a une solution qui est toujours présente. C'est celle que j'ai déjà mentionnée, c'est le trait horizontal de la caractéristique. Si je prends I en valeur absolue inférieure à IC, je peux mettre inférieur ou égal, à ce moment-là, je peux trouver une solution de cette équation qui consiste à prendre phi égale constante, phi égale arc sinus de I sur IC. Donc c'est une constante puisque je prends I constant. Donc, tout le cours d'aujourd'hui, I sera constant. La semaine prochaine, on verra avec les résonances de Shapiro, les standards de fréquence, comment est-ce qu'il se passe si I varie, dépend du temps. Mais pour l'instant, j'ai un générateur de courant qui est constant. Donc phi est constant, et bien évidemment phi seconde s'annule, phi point s'annule, et j'ai donc I égale IC sinus phi qui est solution. Donc je sais que dans ce qui m'intéresse ici, donc si je trace I et puis V ici, ou V moyen, eh bien, phi égale constante, ça veut dire que la tension est nulle, puisque la tension, c'est la dérivée de la phase. Et donc, je sais que j'ai toujours ce segment entre moins IC et plus IC, ici, qui sera solution. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses en dehors de IC, enfin du segment moins IC plus IC, et est-ce qu'il peut y avoir des choses même à l'intérieur de ce segment? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir de la bistabilité ou de la multistabilité? Et vous verrez que la réponse est oui, il peut, dans certaines conditions, y avoir de la multistabilité. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, j'aimerais passer à le troisième point qui est écrit ici, qui est la limite fortement dissipative. Je vais appeler la limite dissipative. Par limite dissipative, ce que j'entends, c'est que dans les deux composants que je suis amené à ajouter à ma jonction, c'est surtout la résistance qui joue un rôle. Disons que je peux ignorer les effets capacitifs. Donc, c'est ce qu'on appelle la limite dissipative, c'est une simplification du modèle initial où je me contente de mettre ma jonction ici et puis ma résistance là. Voilà. J'ai toujours A et B. Et donc, je m'intéresse aux solutions possibles de ce modèle. Et là, vous allez voir qu'en fait, on peut le résoudre complètement analytiquement. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, si je reviens à cette équation-ci, je peux négliger donc le troisième terme ici. J'ai donc mon équation qui était du deuxième ordre en temps devient du premier ordre, et j'ai donc une équation qui va s'écrire dφ sur dt est égal à... Alors, je vais faire passer le IC sinus phi à gauche, et puis ensuite je multiplie par 2E R sur H bar. Donc j'ai 2E R sur H bar I moins IC sinus phi. Donc ça, c'est une équation du premier ordre. Hein, donc c'est dφ, je peux la réécrire, dφ sur I moins IC sinus phi. Là, en faisant ça, comme je divise par I moins IC sinus phi, je suppose implicitement que I en valeur absolue est plus grande que IC, parce que je ne veux pas que mon dénominateur s'annule, est égal donc à 2E R sur H bar fois dt.
Et donc cette chose-là, je peux l'intégrer. Je vais prendre par convention une phase nulle à l'instant t égale 0. Et donc j'ai une équation qui va être l'intégrale de 0 à phi de dφ' sur i moins ic sinus phi'. Alors ça, il faudra que je prenne un bon livre pour connaître la valeur de cette intégrale, mais on va y arriver, égale 2r sur h bar fois le temps. Voilà, donc ça, c'est la solution du problème. Dans le cas fortement dissipatif, je vais en déduire phi en fonction de t, et une fois que j'ai phi en fonction de t, eh bien, j'ai v en fonction du temps, j'ai donc la valeur la manière dont ma tension va évoluer, et donc je pourrais prendre la valeur moyenne sur le temps, et ce sera gagné. Alors l'intégrale là qu'il faut prendre, je ne vais quand même pas le faire au tableau, parce que c'est un petit peu lourd, mais encore une fois, ça se trouve dans tous les bons livres, et même maintenant avec tous les logiciels que vous pouvez imaginer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous ai réécrit ici l'équation, j'espère que c'est la même. Oui, c'est bien la même, je n'ai rien oublié. Donc je suis dans le cas où i est plus grand que ic. J'introduis un temps grand T qui est pi h bar divisé par ER. Oui, j'ai bien 2ER là-bas. Racine de I2 moins IC carré. Donc encore une fois, comme I est plus grand que IC en valeur absolue, il n'y a pas de souci, cette chose-là est bien définie. Et donc la forme de la solution de cette équation s'écrit de la manière suivante. Je fais apparaître un tangente de pi fois le temps petit t divisé par ce temps grand T qui est ici, à droite, et à gauche, j'ai tangente phi sur 2. Alors vous savez que la fonction tangente est périodique de période pi, ce qui veut dire que le membre de droite, ici, est une fonction périodique du temps, de période grand T, hein, puis à chaque fois que petit t augmente de la valeur grand T, eh bien, je retombe sur la même valeur. Ce qui veut donc dire que phi sur 2 va augmenter de pi tous les grands T, puisque le membre de gauche est donc aussi périodique, et donc phi est une fonction périodique. À chaque fois que j'augmente le temps de grand T, eh bien la phase phi sur 2 augmente de pi, donc la phase phi augmente de 2pi. Voilà. Donc tous les grands T, ma phase augmente de 2pi. Et alors là, maintenant, le tour est joué, puisque ce qui m'intéresse, c'est le voltage moyen, comme je disais. Donc le voltage moyen, eh bien, comme j'ai affaire à une fonction périodique, je prends simplement la valeur moyenne sur une période, 1 sur grand T, où grand T est défini ici, 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à grand T de V de T dt. Mais V de T, c'est phi point, au coefficient h bar et E près. Donc je vais reprendre l'intégrale de phi point sur une période. L'intégrale de phi point, bien sûr, c'est la valeur de phi à la borne supérieure moins la valeur de phi à la borne inférieure. Donc c'est h bar sur 2 de t, phi de grand T moins phi de 0. Et je viens de vous dire que cette chose-là, je peux l'écrire, ça vaut 2pi. Donc au final, j'ai V bar égale 2pi h bar sur 2 de t. Et comme grand T est exprimé en fonction de I, le tour est joué. J'ai exprimé ma tension en fonction de l'intensité. Et comme l'intensité ici intervient au dénominateur de grand T, que grand T est lui-même au dénominateur, puis je me retrouve avec une relation très simple qui est V bar égale grand R, racine de I2 moins IC carré. Voilà. Alors ça, c'est donc la solution en dehors de l'intervalle moins IC plus IC que j'avais tracé. Et donc c'est une fonction qui part avec une tangente verticale, je peux même la tracer là-bas, enfin, vous l'avez ici aussi, c'est une fonction qui va partir comme ça, et qui va ensuite croître plus ou moins linéairement avec I, asymptotiquement. Et croître linéairement avec I, ce n'est pas surprenant. Ce que je trouve, c'est que quand I est grand devant IC, en fait, la relation qui est écrite au tableau, là, c'est essentiellement V bar égale RI, c'est la loi d'Ohm, c'est que si j'impose un courant dans mon système qui est ici, qui est très très grand devant IC, essentiellement tout le courant passe par la résistance, et donc j'ai une tension qui est la tension attendue par la loi d'Ohm. Donc voilà, ce cas fortement dissipatif est simple, on arrive à le résoudre complètement. Il n'y a pas d'hystérésis en particulier, je peux dessiner l'autre branche comme ça, il n'y a pas d'hystérésis qui se manifeste à ce stade. Alors, maintenant, je vous propose de regarder l'autre cas. L'autre cas, c'est le cas où, au contraire, c'est la capacité qui domine, c'est le cas sans dissipation. Ensuite, on mettra tout ensemble, mais je vous propose de regarder maintenant le cas sans dissipation. Et pour ça, je vais revenir au tableau ici. Donc, vous connaissez les relations de Josephson, donc je peux les effacer. Donc,
le cas sans dissipation. Donc cette fois-ci, ce que je prends, c'est ma jonction en parallèle avec une capacité, A et B, ici. Et donc à ce moment-là, si je n'ai pas de dissipation, ça revient à prendre dans ces équations-là R infini. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de dissipation, donc R égale 0, mais non, la résistance elle est en parallèle, donc le cas sans dissipation, c'est quand la résistance est infinie. À ce moment-là, il n'y a rien qui passe dans la résistance. Tout passe dans les autres éléments du circuit, puisqu'ils sont tous en parallèle. Donc j'ai une équation qui est du type I égale IC sinus phi, je vais la réécrire, I égale IC sinus phi, plus H bar C sur 2E, phi seconde. Que je vais mettre, peut-être pour que ce soit plus parlant, je vais isoler le H bar C sur 2E phi seconde. H bar C sur 2E, qui est donc une constante phi seconde, égale donc grand I moins IC sinus phi. Et ça, une équation du type phi seconde égale, enfin, un coefficient fois phi seconde égale une fonction de phi, c'est simplement l'équation du mouvement d'une particule ponctuelle à une dimension. Si je dis que phi, c'est la position de la particule, ce que j'ai simplement, c'est m fois l'accélération égale une force, cette force étant cette fonction de phi qui est là. Donc je peux, avec cette interprétation-là, réécrire ça sous la forme moins la dérivée d'un certain potentiel du sur des phi. Et ce potentiel, donc, c'est juste la primitive de i moins ic sinus phi. Donc ce potentiel u de phi, c'est donc la primitive de moins i, c'est donc moins i phi. I est une constante, hein, encore une fois. Et puis une primitive donc, de ic sinus phi qui va être moins ic cosinus phi. Voilà. Donc ça, c'est mon potentiel dans le cas où je peux négliger la dissipation. Quand je mettrai la dissipation, ben, finalement, la dissipation sera une force de friction qui viendra s'ajouter à mon problème. Mais si je néglige la dissipation, j'ai un problème qui est purement hamiltonien avec ce potentiel-là. Alors ce potentiel-là, il est connu dans la littérature comme étant le potentiel de la planche à laver inclinée. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vu une planche à laver, mais si vous n'en avez jamais vu, c'est l'occasion de vous instruire. Voilà, ça c'est une planche à laver, on en trouve encore. Donc voilà, c'était avant les machines, on prenait son linge, on le mettait là et on frottait. Et donc on inclinait effectivement pour que l'eau ruisselle. Et puis cette planche, bah, ce n'est pas vraiment un sinus là, mais bon, c'est pas, rien n'est parfait. Cette planche, eh ben, c'est donc ça servait les ondulations servaient à bien laver le linge. Voilà, donc ce potentiel-là, en moins I phi, moins IC cosinus phi, ben, c'est exactement ça. Le moins I phi, c'est l'inclinaison, et puis le cosinus phi, c'est donc les oscillations qui sont comme ça. Voilà, donc le mouvement donc, la dynamique de ma Josephson, c'est simplement le mouvement d'une bille le long de cette planche, qui descend cette planche, ou qui reste piégée dans un minimum local, on va le voir, avec, en plus, quand il s'agira de prendre l'ensemble, en plus de la friction qu'on viendra mettre via le terme en phi-point. Voilà, alors vous voyez tout de suite qu'il va y avoir plusieurs cas possibles, enfin au moins deux cas possibles. Le premier cas, c'est quand la planche à laver n'est pas trop inclinée. À ce moment-là, ben, vous avez des minima locaux qui sont ici. Et pour avoir des minima locaux, ben, il faut que la force s'annule quelque part. Donc il faut que I soit inférieur à IC pour que j'ai un phi qui soit solution d'une force nulle, donc un minimum local du potentiel. Quand I égale IC, ben, les minima locaux deviennent des points d'inflexion. Et quand I est plus grand que IC, ben, clairement, cette chose-là ne s'annule jamais. Et donc, vous avez la représentation qui est là, que j'ai faite pour I sur IC égale 2. Voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir plusieurs cas possibles dans ce modèle de la planche à laver inclinée. Alors, donc maintenant, ben, je vous propose de prendre en compte la dissipation. Donc, comme je l'ai dit, je vais le faire numériquement, mais avant de passer au numérique, je voudrais quand même bien préciser quels sont les paramètres du problème, pour ne pas avoir à varier trop de choses. En fait, vous allez voir que c'est un problème qui ne dépend que d'un seul paramètre, que je vais noter bêta c. Sa définition est déjà écrite sur la diapositive. Mais on va le faire ensemble au tableau pour que vous voyez bien d'où ça sort, ce bêta c. Donc l'équation sans dimension,
Donc, je reprends l'équation qui est écrite ici. Je peux l'encadrer, elle est jolie. Voilà. Et déjà, moyen de se ramener à des variables sans dimension, c'est tout diviser par IC. Donc, cette équation, je peux l'écrire I sur IC égale donc sinus phi, qui est bien sans dimension, plus h bar sur 2e r IC phi point, plus h bar c sur 2e IC phi point point. Voilà, donc une variable sans dimension que je vais introduire tout de suite, c'est petit i égale grand I sur IC, donc je vais exprimer mes intensités en unité d'intensité critique. Ensuite, le terme qui est ici, l'ensemble doit être sans dimension. Hein. Donc ici, j'ai du phi point, donc dφ sur dt. Donc cette chose-là a forcément la dimension d'un temps, hein, puisque phi point est 1 sur un temps. Donc je vais introduire ça comme unité de temps. Donc je vais appeler ça T0 égale h bar sur 2e r IC. Et ensuite, eh bien, de manière assez naturelle, si j'exprime, donc si je prends comme unité de temps T0, ici, je vais sortir h bar c sur 2e IC T0 carré. C'est ce coefficient-là que je vais appeler bêta c. Voilà. Et donc là, vous ne reconnaissez peut-être pas ce qui est écrit au tableau, ce qui est écrit sur la diapositive, mais si vous remplacez T0 par sa valeur, vous avez du T0 carré ici, et normalement, vous devez retomber sur la valeur qui est écrite ici. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a une équation qui est effectivement une équation très simple. Donc petit i, qui est une constante, encore une fois, imposée par notre générateur, égale sinus phi, plus, donc si je prends T0 comme unité de temps, ici, ce que j'avais là, ça va être simplement dφ sur des taux. Où taux, ça va être mon temps réduit. Hein. Taux, c'est T sur T0. dφ sur des taux, plus, donc, ce coefficient bêta c, d2φ, sur des taux carrés. Voilà. Et donc, la règle du jeu est toujours la même que ce qu'on a fait tout à l'heure pour le cas fortement dissipatif. Je me donne un petit i, je résous cette équation selon les valeurs de bêta c, je trouve phi de taux, et ensuite, eh bien, je prends la moyenne sur le temps. Une fois que le régime forcé est atteint grâce au terme dissipatif qui est là, je prends la valeur moyenne, j'ai donc comment ma phase évolue dans le temps et comment ma tension donc moyenne est reliée à petit i. Voilà. Donc bêta c, c'est un paramètre qui s'appelle paramètre de Stewart-McCumber. Ce sont les deux premiers auteurs qui l'ont introduit. Et c'est le seul paramètre donc, qui caractérise la jonction. Donc je vous rappelle ce qu'on avait trouvé dans le cas fortement dissipatif. Le cas fortement dissipatif, ça correspond à bêta c égale 0. C'était une capacité nulle, hein, donc c'était bêta c ici égale à 0. Donc dans ce cas-là, on avait trouvé les courbes en racine de I2 moins IC carré ici, et puis le segment. Et maintenant, on va faire varier bêta c. C'est le seul paramètre qui est important. Donc selon la valeur de bêta c, j'ai différents types de caractéristiques. Tant que bêta c est plus petit que 1, on reste dominé par les aspects résistifs, et essentiellement, c'est difficile de voir une différence. Mais quand bêta c dépasse 1, 3, vous avez ici 3, 10 et 30, eh bien clairement, la caractéristique change, et en particulier de l'hystérésis apparaît. Vous voyez ici, si je prends bêta c égale 10, comment se comporte cette hystérésis. Supposons que je parte ici du point donc i égale 0, et que j'augmente doucement mon intensité, ce que je vois, c'est que je vais suivre le segment de tension nulle jusqu'à la valeur IC, puis ensuite il y aura un saut brutal, et je basculerai dans un régime qui est quasiment purement résistif, c'est-à-dire V égale RI. Alors maintenant, si je pars d'ici et que je reviens, eh bien ce régime résistif, je vais le suivre assez longtemps. Je vais descendre ici le long de cette courbe verte-là, et puis à un moment, je vais rejoindre le segment à V égale 0, et je resterai jusqu'à V égale 0 sur ce segment jusqu'en I égale 0. Voilà. Et plus j'augmente bêta c, c'est-à-dire plus j'augmente les effets capacitifs par rapport aux effets résistifs, plus l'hystérésis est grande. Vous voyez la plage ici d'hystérésis, pour bêta c égale 3 et pour bêta c égale 30, eh bien celle pour 30 est nettement plus grande que celle pour 3. Voilà. Et encore une fois, bêta c est le seul paramètre pour caractériser une jonction, au moins dans ce modèle RCSJ. Bien. Alors,
ça clôt ce que je voulais vous dire sur les caractéristiques des jonctions supra. Encore une fois, c'est un problème qui a été étudié depuis les années 60 beaucoup, donc je ne veux pas y passer trop de temps non plus ici. Je pense que là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir transposer ces notions aux jonctions atomiques. Et c'est là qu'arrive la barrière mobile, dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour introduire cette barrière mobile, et qui est donc l'élément pour mesurer une caractéristique, je vais là encore recommencer à... Enfin, vous rappelez encore les relations principales pour les jonctions atomiques. Elles sont très voisines de celles pour les jonctions supra, mais il y a des notations légèrement différentes. Donc, pour les jonctions atomiques, je prends ce puits de potentiel, donc là, prenons un puits harmonique. Donc, j'ai un puits harmonique comme ça, avec une barrière qui peut être au centre, mais qui peut être décalée. Les deux cas sont possibles. Je mets donc une partie du gaz ici, que j'appelle petit a, une autre partie ici, que j'appelle petit b. J'ai des points de consigne NA bar et NB bar, qui sont les nombres d'atomes à droite et à gauche, qui sont, ça peut être les valeurs initiales de mon problème, ou ça peut être des points autour desquels je souhaite osciller. Leur définition précise dépendra un petit peu du contexte. Et à l'instant t, eh bien, le nombre d'atomes Na, je vais l'écrire, donc ça c'est Na de t, je vais écrire Na bar plus petit n de t, et NB de t, et donc NB bar moins petit n de t. Le nombre d'atomes total est conservé dans l'évolution. Je n'ai pas de perte d'atomes dans ce qui suit. Voilà. J'introduis la différence de potentiel chimique delta mu bar, qui est donc le mu bar, enfin mu de Na bar, potentiel chimique du point de consigne, moins mu de NB bar. Comme ça. Et ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, c'est donc que l'énergie de ce gaz, je pouvais la mettre à une constante additive près, sous la forme, donc E, qui est une fonction de phi. Phi, c'est la différence de phase, je ne sais pas où je vais l'écrire ici. Phi, c'est toujours phi A moins phi B, qui est une fonction de phi, la différence de phase, et de petit n, l'écart au point de consigne NA bar et NB bar, sous la forme un terme linéaire en n, donc ce delta mu bar fois petit n. Ensuite, un terme quadratique en n, qui est le terme qui correspond à l'énergie de charge, c'est l'équivalent de l'énergie à payer pour charger un condensateur, qui est proportionnel à Q carré, donc là c'est un terme proportionnel à n carré, donc ça on l'avait écrit EC sur 2, petit n carré. Et puis enfin, le terme tunnel, celui qui correspond à l'énergie associée au passage ici, qu'on avait mis sous la forme moins EJ, gamma de n, cosinus phi. Voilà, donc ça c'était l'énergie qu'on avait établie ensemble la dernière fois. Mon signe moins est un peu de travers. Là. Je vous rappelle ce coefficient gamma de n qui est là pour justement traduire le fait qu'on travaille à nombre d'atomes constants et non pas à densité constante dans une jonction supra. La valeur de ce terme gamma de n est écrite là-haut. Il fait intervenir donc petit n et puis les points de consigne NA bar et NB bar. Et je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait des situations où ce terme pouvait jouer un rôle important et d'autres fois où on pouvait le négliger. Les situations où il joue un rôle important, c'est ce que j'avais appelé le régime de Rabi. Les situations où on peut le négliger, c'est ce qu'on appelait le régime Josephson. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au régime Josephson, c'est-à-dire qu'on va supposer que ce terme gamma de n n'a pas de rôle important. Je vous avais donné le critère pour se mettre dans le régime Josephson, qui est un critère qui faisait intervenir EC, EJ et puis grand N. Donc je suppose que ce critère est rempli. Et donc je me mets dans le régime Josephson. Donc je vais prendre ici gamma de n à peu près égal à 1, enfin égal à 1. Donc la dérivée de gamma de n, gamma prime de n égale 0. Voilà. Donc là, c'est le régime Josephson. Et à ce moment-là, eh bien, les équations du mouvement de ma jonction, que je vais réécrire, elles sont vraiment les mêmes elles ont la même structure que les équations de Josephson que j'avais écrites tout au début. Elles sont de la forme h bar n point, donc l'évolution du déséquilibre entre les deux puits, qui va être sous la forme EJ sinus phi. J'obtiens ces équations, je vous rappelle, en prenant la dérivée de l'énergie par rapport à phi et par rapport à n. C'était un formalisme hamiltonien habituel. H bar n point égale EJ sinus phi. Et
h bar phi. Donc ça, c'est l'équivalent de I égale IC sinus phi. Et h bar phi point égale moins delta mu, où delta mu est le potentiel chimique, la différence de potentiel chimique instantanée. Donc delta mu, c'est mu de Na moins mu de NB. Les Na et NB sont les valeurs instantanées, instant t. Donc, et ça, on avait vu qu'on pouvait l'écrire sous la forme delta mu bar, la valeur de la différence de potentiel chimique au point de consigne, plus la dérivée de ce terme ici, donc EC fois N. Voilà. Donc ça, ce sont des équations qui sont les équations qui régissent notre jonction atomique. Alors là, j'ai utilisé une paramétrisation en termes d'énergie, EJ pour l'effet tunnel et EC pour l'énergie de charge. Comme je disais, cette équation-là, c'est exactement l'équation I égale IC sinus phi. Donc si vous préférez travailler en termes d'intensité, alors l'intensité, dans ce cas-là, c'est simplement un nombre d'atomes par seconde. Ce n'est pas des ampères, c'est des nombres d'atomes par seconde. Eh bien, EJ, c'est simplement H bar IC. Et l'énergie de charge va être reliée à la capacité. Et là encore, l'unité de la capacité ne sera pas les farads, puisque je n'ai pas à faire des charges électriques, mais ça va être relié à la capacité. Ça se comprend assez bien, on comprend assez bien les liaisons. L'énergie d'un condensateur, je vous l'ai dit, c'est le carré de la charge. Et plus précisément, c'est Q carré sur 2C. Le carré de la charge divisé par 2 fois la valeur du condensateur. Donc quand j'ai EC sur 2 ici, si j'ai envie de travailler plutôt avec une capacité, ici, je vais mettre 1 sur 2C au lieu de EC sur 2. Donc EC, si vous préférez travailler avec des capacités, ce sera simplement 1 sur C. Voilà. Donc, si je veux vraiment faire le lien avec le modèle RCSJ, bien voilà ce que je dois prendre pour l'intensité critique et puis pour la capacité. Voilà. Donc, voilà notre jonction atomique. Et donc maintenant, on va se poser la question suivante. Comment est-ce que je peux mesurer la caractéristique de cette jonction atomique ? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux imposer un courant constant à travers ma barrière sans charger la jonction. Parce que si je charge la jonction, à ce moment-là, je vais faire varier le potentiel chimique, je vais faire varier le delta mu qui est là, et donc je vais un peu biaiser ma jonction. Ce n'est pas ce que je cherche à faire. Donc comment faire pour maintenir un flux de particules sans que je crée automatiquement un delta mu ? Eh bien, l'idée, elle est toute simple, mais il fallait y penser. Elle a été proposée par Giovanazzi, Smerdi et Fantoni il y a bien longtemps maintenant, en 2000. Et l'idée, c'est de faire bouger la barrière. Là, vous avez une figure extraite d'un article récent qu'on va décrire un petit peu plus tard. Vous prenez un gaz qui est, disons, uniforme, vous avez votre barrière qui est là, et vous allez faire bouger la barrière, disons, de la gauche vers la droite. Et à ce moment-là, au moins si la barrière ne bouge pas trop vite, on va voir tout de suite qu'à ce moment-là, les particules peuvent traverser la barrière, et donc j'ai bien un flux de particules à travers la barrière, sans créer un déséquilibre de potentiel chimique entre la gauche et la droite. Les potentiels chimiques vont rester équilibrés. Donc je suis bien dans le cas que je souhaite pour étudier ma jonction, pour étudier les caractéristiques de la jonction. Voilà, donc je vous donne tout de suite un exemple, qui est donc l'exemple tiré de cette publication de 2020 du groupe de Giacomo Roati, publié dans Science. C'était un gaz de molécules de lithium 2, lithium 6, pardon, de lithium 6, des molécules diatomiques. Le lithium 6, c'est un fermion, mais si vous mettez au voisinage d'une résonance de Fano-Feshbach, vous formez des molécules qui seront donc composées de 2 fermions qui seront des bosons. Donc vous pouvez condenser ce gaz. Là, on a donc un cylindre avec une densité uniforme de molécules, 300 molécules par micron. La longueur fait 150 microns. Ici, vous avez les caractéristiques de la barrière, elle fait 1 micron d'épaisseur, et elle est plus haute que le potentiel chimique, par presque un facteur 2, donc on est vraiment dans un régime d'effet tunnel. Et cette barrière, eh bien, on va la bouger d'une petite quantité de l'ordre de 10 microns, donc on va la bouger d'une petite quantité par rapport à la longueur totale du gaz. Et voilà ce qu'on obtient. On trouve qu'il y a une vitesse critique qui va correspondre à l'intensité critique, comme on va le voir dans un instant. On a une vitesse critique en dessous de laquelle, quand la barrière bouge, eh bien, rien ne se passe, si je puis dire. C'est-à-dire que la densité à gauche et la densité à droite restent constantes et restent égales entre elles. C'est vraiment l'équivalent de la jonction dans son régime de la tension nulle
le segment tension nulle entre moins IC et plus IC, c'est-à-dire que j'ai un courant qui passe, mais j'ai aucune tension qui apparaît. Et bien là, je bouge ma barrière, donc j'ai un courant de particules qui va passer à travers la barrière, et ce courant, il est juste ce qu'il faut pour que les densités à gauche et à droite restent égales. En revanche, quand on bouge la barrière trop vite, qui est l'équivalent de faire passer un courant grand I supérieur à IC, à ce moment-là, eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'il apparaît ici une différence de densité entre là et là. Les densités ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'il y a un bourrelet qui se forme, un bourrelet d'atomes qui se forme en amont de la barrière, et puis un déficit en aval de la barrière. Et ça correspond à l'apparition d'une différence de potentiel chimique entre la droite et la gauche, qui est l'équivalent d'une tension, d'une différence de potentiel électrique dans le cas de la jonction supra. Alors, on peut donc mesurer, en fonction de la vitesse de la barrière, donc du courant de particules qu'on cherche à faire passer dans cette barrière, on peut mesurer donc la différence de potentiel chimique. On peut également mesurer la phase. C'est une expérience que j'ai déjà décrite la dernière fois. On fait ça par interférométrie, c'est-à-dire qu'on coupe le potentiel ici qu'on a au milieu, on le coupe, donc il s'éteint, donc je l'enlève, les deux nuages se recouvrent, ils interfèrent, et de la figure d'interférence, on déduit la phase relative entre la gauche et la droite. Donc ici, vous avez un exemple de phase quasiment nulle, c'est-à-dire que vous avez un pic central ici, puis deux pics latéraux qui sont à peu près égaux. Là, au contraire, vous avez un exemple de phase proche de pi sur 2, qui est la phase maximum qui correspond à I égale IC, une phase proche de pi sur 2, où vous avez les deux pics principaux sont de hauteur égale. Voilà. Donc, ayant dit ça, on peut donc mesurer la caractéristique de la jonction. Voilà ce qu'on trouve. Donc, ce que vous avez en abscisse ici, c'est la vitesse de votre barrière, ce que vous pouvez convertir en intensité extérieure, c'est-à-dire le nombre de particules qui devraient passer à travers la barrière s'il n'y avait pas de bourrelet qui se forme. Donc, voilà votre intensité ici, donc elle est exprimée en nombre d'atomes par seconde, ce n'est pas des ampères puisque je vais faire des particules neutres, en nombre de particules par seconde. Et on trouve bien que, pardon, j'ai oublié de dire ce contraste en ordonnée, ce contraste c'est le delta mu, c'est la différence de potentiel chimique, donc c'est le voltage si vous voulez, l'équivalent du voltage. On trouve bien donc un segment ici constant entre moins Vc et plus Vc, ou si vous préférez entre moins Ic et plus Ic, et puis quand on s'écarte, eh bien, on voit donc ces branches qui apparaissent, qui correspondent à l'émergence d'un potentiel chimique non nul. C'est le bourrelet densité dont je vous parlais tout à l'heure. Quant à la phase, eh bien, on trouve une loi qui est assez proche de I égale IC sinus phi. Ce n'est pas complètement exact, mais c'est proche de I égale IC sinus phi. Donc, la loi I égale IC sinus phi avec phi égale constante, c'est seulement dans le régime où la vitesse est inférieure à la vitesse critique qu'on va la voir, sinon la phase se met à défiler en fonction du temps. Donc, dans le régime que je peux qualifier de superfluide, si vous voulez, où toutes les particules passent comme elles devraient à travers la barrière, eh bien, donc, on mesure la phase par interférence. Donc, quand la vitesse est nulle, la différence de phase est nulle. Et puis, ici, vous avez donc tracé phi b moins phi a divisé par pi. Et quand la vitesse approche de la vitesse critique, eh bien, cette différence de phase s'approche de pi sur 2. Pas rigoureux, je vais revenir dessus dans un instant, mais s'approche de pi sur 2, comme on l'attend pour la loi I égale IC sinus phi. Alors, ce n'est pas exactement ce que trouvent les chercheurs de Florence, ce n'est pas exactement I égale IC sinus phi, il y a des petites corrections, mais ça, bon, c'est pas grave. Disons que la loi I égale IC sinus phi, c'est la première harmonique qu'on peut prendre pour relier de manière périodique l'intensité à la phase, mais on peut mettre des harmoniques supplémentaires selon la nature de la barrière. Et là, effectivement, il y a une deuxième harmonique qu'il vaut mieux prendre en compte si on veut vraiment bien ajuster les points de variation de I avec phi. Dernière chose que je peux dire, c'est le signe là que vous voyez. Vous attendiez peut-être à une courbe qui aurait plutôt été comme je l'indique ici. En fait, tout va bien. Si vous prenez une vitesse positive pour votre barrière, ça veut dire que la vitesse des particules par rapport à la barrière est négative. Donc, je m'attends à une vitesse négative. Et donc, si ma vitesse est négative, ça veut dire que, comme la vitesse des particules, c'est proportionnelle à la dérivée de la phase, ça veut dire que dφ sur dx est négatif. Et donc, ça veut dire que la phase de gauche est plus grande que la phase de droite. Donc, c'est normal que phi b moins phi a soit négatif. Donc, tout va bien, les signes sont corrects. Ne vous inquiétez pas.
Voilà. Bien. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait mesurer ces jonctions atomiques, eh bien, j'aimerais qu'on discute les paramètres. C'est-à-dire que de la caractéristique que je vous ai montrée, sans trop la décrire précisément, on peut déduire les valeurs de IC, on peut déduire les valeurs de la capacité, on peut déduire les valeurs de la résistance, et j'aimerais qu'on discute ça ensemble, savoir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Je vais commencer par le courant critique, et puis ensuite on regardera capacité et résistance. Alors déjà, regardons les unités. Donc, comment varient les courants? Si je prends un modèle RCSJ pour ma jonction atomique, je vais avoir 3 courants. Ma jonction idéale, donc, elle est décrite par l'équation qui doit encore être écrite là-bas. H bar n point, tiens, j'ai oublié un... Ah non, c'est ça, n point égale IC sinus phi, parce que j'ai divisé par H bar. Je vous ai dit que IC, c'était EJ sur H bar, hein, donc n point égale IC sinus phi. Donc IC va se mesurer en seconde moins 1. Le courant dans la partie résistive, le courant dans la partie résistive, c'est juste une loi d'Ohm. C'est-à-dire que le courant, c'est la différence de potentiel chimique, delta mu, divisé par la résistance. C'est comment est-ce que, si je prends 2 réservoirs qui n'ont pas le même potentiel chimique, que je les relie entre eux, quel est le courant qui circule? C'est un problème qui a beaucoup été étudié par le groupe de Tillman et Slinger en particulier, pas vraiment dans le cadre des jonctions Josephson avec de l'effet tunnel, mais dans le cadre de liens faibles. Donc, j'attends un courant qui est donc un nombre de particules par seconde. Delta mu, c'est une énergie, puisque c'est un potentiel chimique. Donc l'unité de grand R, ça va être une énergie fois un temps. C'est une action, si vous préférez, comme H bar. Quant à la partie capacitive, eh bien, c'est donc, si je paramètre en C plutôt qu'en EC, comme je l'ai écrit là-bas au tableau, donc c'est C fois delta mu sur dt, et donc l'unité de C, ça va être 1 sur une énergie. Donc l'équation du mouvement pour ma phase, à quoi elle ressemble? Eh bien, c'est comme toujours, l'intensité égale la somme de mes 3 intensités. Mon intensité ici, extérieure, c'est ce que le mouvement de la barrière tente à fabriquer. C'est donc la densité de mon milieu fois la vitesse de la barrière, ρV. Et ça doit être égal à IC sinus phi plus H bar sur R phi point plus H bar C phi seconde, une équation qu'on a déjà vue pas mal de fois. Mais H bar sur R ici est sans dimension, et H bar C, donc, à la dimension d'un temps. Voilà, donc c'est ça qu'on doit mesurer. Soit des nombres sans dimension, soit des temps. Alors, commençons par le courant critique. Alors, le courant critique, dans le premier cours, en fait, je vous ai déjà dit comment est-ce que je pouvais calculer EJ, au moins dans le cadre de l'équation de Gross-Pitaïevski. Donc, je vais vous rappeler brièvement, mais on va voir d'autres approches possibles. Donc, dans l'approche 1, celle qu'on a vue dans le cours précédent, c'est fondé sur l'idée que l'énergie liée à l'effet tunnel, c'est moins EJ cosinus phi. C'est ça qui donne une intensité en sinus phi après. Et ce moins EJ cosinus phi, donc moins H bar IC cosinus phi, je peux l'évaluer en 2 points bien particuliers, qui sont les 2 points qui correspondent aux 2 états d'énergie la plus basse, respectivement pair et impair. L'état pair correspond à prendre donc la même densité à gauche et à droite et la même phase, donc cosinus phi égale 1, et l'état impair correspond à prendre la même densité à gauche et à droite, et phi égale pi, puisque j'ai des signes opposés, donc cosinus phi égale moins 1. Donc ces 2 états ici diffèrent de l'énergie 2H bar IC, donc c'est ce que j'ai écrit ici. L'état phi 0, l'état pair, correspond à phi égale 0, et puis une différence de nombre de particules plus n égale 0. L'état phi 1, phi égale pi, n égale 0, donc la différence entre les énergies, c'est 2EJ, 2H bar IC. Donc IC, ou si vous préférez ρ fois la vitesse critique VC de ma barrière, eh bien c'est 1 sur 2H bar, E1 moins E0. Voilà. Donc si vous avez le droit d'utiliser le formalisme de Gross-Pitaïevski, vous avez un moyen de trouver la valeur de l'intensité critique de votre jonction atomique. Deuxième approche, qui est une approche qui peut marcher expérimentalement, c'est déterminer la vitesse critique elle-même. C'est-à-dire que vous bougez votre barrière et vous regardez au-dessus de quelle vitesse ce bourrelet apparaît en amont de la barrière. Tant que la vitesse n'est pas trop grande, rien ne se passe, et au-dessus d'une vitesse critique, eh bien, vous avez ce bourrelet. Alors, on peut aussi le faire numériquement, je me suis amusé à le faire ici. J'ai pris une barrière gaussienne, ça va être dans une boîte carrée, enfin c'est un segment, hein, donc sur un segment assez long. Je prends une barrière gaussienne, je prends un potentiel pour ma barrière qui est juste égal au potentiel chimique, donc c'est la limite de l'effet tunnel. Je prends un
un col W pour ma barrière de 8 fois la longueur xi, longueur de cicatrisation ou de relaxation selon les auteurs. La vitesse que j'attends par l'approche 1 en calculant mes deux états d'énergie à plus basse, paire et impair, c'est 0,0475 la vitesse du son, CS. La vitesse du son, c'est la racine du potentiel chimique divisé par la masse. Et voilà ce que je trouve quand je me mets juste au-dessus et juste en dessous de la vitesse vide critique. Donc juste en dessous, vous voyez, au lieu de prendre 0,47, j'ai pris 0,45. Ma barrière, elle est partie du premier quart ici, et je l'ai accéléré doucement pour ne pas créer d'excitation. Et ensuite, je crois que je l'ai accéléré doucement jusqu'ici, et puis à partir d'ici, c'est une vitesse constante. Et vous voyez que la barrière est passée dans le milieu sans créer la moindre excitation. Donc c'est un bel exemple de superfluidité. Et donc ça, c'est quelques pourcents en dessous de la vitesse critique, calculée par l'équation de Gross-Piasecki. Et si je me mets quelques pourcents au-dessus, donc je remplace le 45 ici par un 50, eh bien là, vous voyez, j'ai créé plein d'excitations. Et je fais bien apparaître cette différence de hauteur, ici, ou si je prends une sorte de hauteur moyenne, ici, vous voyez que j'ai bien un bourrelet de densité en amont de la barrière. Voilà. Donc ça, c'est l'approche 2. Une troisième approche, eh bien, c'est une approche que je peux qualifier d'heuristique. Si vous avez juste une toute petite enveloppe, et puis vous avez le droit de calculer qu'au dos de cette enveloppe, comment est-ce que vous faites pour évaluer ce courant critique? Eh bien, on va revenir au calcul qu'on fait généralement pour calculer l'effet tunnel quand on l'aborde dans les classes de L3 ou de M1. Donc, on regarde comment est-ce que la fonction varie à l'intérieur de la barrière. Donc là, de nouveau, j'ai fait une petite simulation numérique à base de Gross-Piasecki. Bon, cette fois-ci, j'ai pris une barrière carrée, ici. Donc là, je me suis mis dans un cas où j'ai effectivement de l'effet tunnel, c'est-à-dire que j'ai pris une barrière qui est égale à 2 fois le potentiel chimique. Donc les particules ne peuvent passer que par effet tunnel. Ma grille de calcul s'étend bien au-delà de ce que j'ai tracé ici. Mais là, j'ai juste fait un zoom sur la barrière elle-même. Toujours une largeur qui vaut 8 fois la longueur de cicatrisation. Donc, à l'intérieur de ma barrière, ma fonction décroît exponentiellement, ici et puis là. Pour vous convaincre que c'est bien exponentiel, j'ai fait le même tracé, mais en coordonnées semi-logarithmiques. Donc, j'ai toujours des coordonnées linéaires pour x, mais j'ai pris des coordonnées logarithmiques pour y, donc pour la fonction d'onde. Et vous voyez qu'effectivement, ici, j'ai bien quelque chose qui varie linéairement. Donc, j'ai bien une décroissance exponentielle de ma fonction d'onde dans la barrière. Je peux introduire le paramètre de cette décroissance exponentielle, comme on le fait quand on étudie l'effet tunnel. C'est ce kappa, là, qui a la dimension d'un vecteur d'onde, qui est racine de 2m v0 moins mu divisé par h bar. Encore, tous ceux qui ont vu l'effet tunnel à l'université ont vu ça. Et je peux définir le coefficient de transmission de ma barrière, qui est simple, que je vais noter ce t calligraphique, là, exponentielle de moins kappa fois d, où d est la largeur de la barrière. Alors, comment est-ce que je déduis le courant critique de ça? Eh bien, d'abord, je peux évaluer la densité au centre, là. Et la densité au centre, eh bien, c'est à des facteurs numériques près. Là c'est dos d'une enveloppe, donc les facteurs 2 ne seront pas forcément tous présents. La densité au centre, c'est ρ0, la densité asymptotique à gauche et à droite, fois le t, le facteur de transmission. Maintenant, pour calculer la vitesse critique, j'ai besoin de la différence de phase. Donc, si j'applique une différence de phase phi a moins phi b, en fait, cette différence de phase phi a moins phi b, je sais qu'elle va créer un courant de particules, phi égale dφ sur dx, elle va créer un courant de particules, et la différence de phase, en fait, elle va se concentrer essentiellement là où la densité est maximum, parce que c'est là que ça coûte le moins d'énergie, l'énergie cinétique, puisque pour mettre l'énergie cinétique, c'est le produit de la vitesse au carré fois la densité. Donc la différence de phase va se concentrer là où la densité maximum, donc essentiellement sur une zone de largeur kappa-1. Je rappelle kappa la dimension d'un vecteur d'onde, donc kappa-1, c'est une longueur. Donc ma différence de phase elle va se concentrer essentiellement ici. Et si je vais me mettre au courant critique, donc je sais que le courant critique correspond à une différence de phase de pi sur 2. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'au courant critique, j'ai une différence de pi sur 2, de phase de pi sur 2, entre un point qui est situé entre moins kappa et l'autre qui est situé à plus kappa. Donc, ma vitesse, la vitesse que je vais avoir ici des particules qui traversent à cet endroit-là, c'est quoi? Eh bien, c'est h bar sur m dφ sur dx, ça j'ai déjà dit plein de fois. Donc, le h bar sur m, je mets un facteur.
Dφ sur dx, je remplace par delta phi, donc de l'ordre de pi sur 2, divisé par delta x, de l'ordre de kappa moins 1. Donc, j'ai une vitesse en x égale 0 de l'ordre de h bar kappa sur m. Et donc, j'ai mon courant, le IC que je cherche, eh bien, c'est la densité ρ0 fois ce facteur de transmission que multiplie h bar kappa sur m. Et c'est une formule qui marche remarquablement bien. Je l'ai essayé sur pas mal de petites situations, ça marchait bien. Voilà. Et vous pouvez même la simplifier encore plus si votre enveloppe est plus petite. C'est-à-dire que si vous dites que V0 est de l'ordre de mu, 1,5 ou 2 mu, eh bien, à ce moment-là, le V0 moins mu ici, vous pouvez le remplacer par mu lui-même. Donc à ce moment-là, vous trouvez que kappa, c'est directement relié à la vitesse du son. Et à ce moment-là, eh bien, IC, c'est simplement ρ0 fois la vitesse du son dans le cœur ici à gauche ou le cœur à droite, fois ce facteur de transmission petit t, enfin t calligraphique. Voilà. Donc c'est une estimation de IC qui, encore une fois, a des facteurs 2, maximum 3 près, et tout à fait honnête. Alors, il y a des choses beaucoup plus quantitatives qui ont été faites, bien sûr dans le cas Gross-Piasecki, mais également dans les cas plus compliqués. Pour les jonctions supra, il y a un article très célèbre qui est celui de Ambega-Ocar et Baratov, qui est suivi d'un an, l'article de Josephson. Pour les jonctions atomiques, dans le cas de Gross-Piasecki, mais plus sophistiqué que ce que je viens de vous faire, il y a un article de Meyer-Esverger et de Piazza, qui sont en bon accord avec l'approche que je viens de vous fournir, comme je l'ai dit. Et puis pour les gaz de Fermi, dans le régime unitaire et puis également dans les régimes voisins, BCS d'un côté, Bardeen-Cooper-Schrieffer d'un côté et puis condensat de l'autre, il y a un article plus récent de Zacanti et Sverger. Voilà, toutes les références sont dans les notes que j'ai distribuées. Je passe à la partie capacitive. Alors, comment est-ce qu'on mesure la partie capacitive dans une expérience ? Eh bien là, je vous montre un résultat qui vient de l'an dernier, enfin, c'est publié à la fin de l'année dernière dans le groupe de Herwig-Ott, publié dans Science, qui est un article sur lequel on reviendra parce qu'il voyait aussi ces résonances de Shapiro que je décris la semaine prochaine. Comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer la partie capacitive ? Eh bien, on peut revenir aux équations que j'ai écrites là-bas, les équations du mouvement de ma jonction atomique, et étudier le mouvement des petites oscillations autour de la position d'équilibre. Donc on se met pour ça dans une situation où delta mu bar est nul, c'est-à-dire que les points de consigne correspondent à des nombres égaux na bar et nb bar, tous les deux égaux à n sur 2. Et donc le seul terme qui joue dans delta mu à ce moment-là, c'est l'énergie de charge, moins EC n. Le sinus phi, je le remplace par phi. Donc j'ai deux équations du premier ordre couplées, linéaires, donc c'est facile à résoudre. On a vu la dernière fois leur solution, c'est donc un oscillateur harmonique, c'est ce qu'on appelait les oscillations plasma, avec une fréquence plasma donnée par cette formule, h bar oméga p, c'est simplement le produit des coefficients ici, EJ fois EC, ou si vous préférez travailler avec les intensités et les capacités, c'est h bar IC pour EJ, 1 sur C pour EC. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous mesurez d'un côté comment la phase évolue, en faisant les interférences entre les condensats. Vous mesurez d'un autre côté comment les nombres de particules évoluent, et les deux quantités doivent être liées. Ici, vous avez un bel exemple, donc, obtenu dans le groupe de Herwig-Ott, où vous avez en bleu la variation de dφ sur dt, en orange, vous avez la variation du nombre de particules divisé par la capacité, où on a justement ajusté la capacité pour que les amplitudes soient les bonnes. Et de ça, donc, on déduit, ils avaient déduit IC avant, et donc on déduit la valeur de capacité, qui est H, la constante de Planck, fois C égale 65 secondes. Je vous rappelle un résultat que je vous avais donné la dernière fois, cette capacité, je peux la calculer à partir des premiers principes, simplement lié à la compressibilité du gaz, c'est-à-dire la dérivée du potentiel chimique par rapport au nombre de particules. Donc, on sait comment la calculer par ailleurs. Voilà, mais voilà comment on la mesure. Alors, je passe à ce qui est le plus douloureux, je dirais, enfin, ce qui est le plus difficile à calculer ab initio, qui est la partie résistive. Il y a plusieurs moyens de le faire. Un premier moyen, c'est de regarder l'amortissement de l'oscillation plasma. Si je reviens à la diapositive précédente, vous voyez que l'oscillation plasma, elle est amortie. Donc, pour décrire cet amortissement, il faut mettre la partie résistive. Donc, ça, c'est une première technique. Si je continue à travailler avec l'article de Science du groupe de Ott de décembre dernier, en fait, eux, ils sont plutôt intéressés à la partie à haut courant de la caractéristique. Cette partie à haut courant, je vous ai dit tout à l'heure, essentiellement à haut courant, tout passe dans la résistance. On a chargé la capacité
et puis la jonction Lefson, elle ne peut pas faire plus que IC, donc pratiquement tout le courant passe dans la résistance. Donc de cette variation ici, on peut déduire la valeur de résistance, et ce que trouvent les chercheurs de ce groupe-là, c'est que donc, en ajustant, ils trouvent une résistance sur H égale 0,9 10-3. Alors, quand vous avez tout ça, vous avez IC, vous avez C, vous avez R, donc vous pouvez calculer ce paramètre βC que j'avais introduit tout à l'heure, il est encore écrit au tableau, qui est ici. Il est écrit en fonction de T0, mais T0, vous l'avez là. Vous pouvez calculer βC, et le βC qu'on trouve là, avec ces paramètres-là, et les auteurs le disent effectivement, eh c'est un paramètre qui est grand, c'est-à-dire que ça vaut 60. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les caractéristiques, dès que βC dépasse quelques unités, eh bien on est dans un régime qui n'est pas très résistif et on a de l'hystérésis. Donc, en principe, on devrait pouvoir observer de l'hystérésis là-dessus. Et je vous remets, si vous voulez, une βC égale 10, donc plus petit que 60, où il y a une hystérésis très notable. Et cette hystérésis, elle n'a jamais été vue avec des jonctions atomiques. Elle est souvent mentionnée dans les articles, comme dans les perspectives pour les articles expérimentaux, mais elle n'a jamais été vue. Et on peut se demander pourquoi, ce serait sûrement très joli de la voir. En fait, ce n'est pas simple quand on y réfléchit bien, pour la raison suivante. Encore une fois, on a affaire à un système isolé. Et c'est ça le cœur de la raison que je voudrais invoquer. Supposons que je veuille voir cette hystérésis-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parte de 0, je vais parcourir cette branche, ici je vais sauter sur la branche résistive, je vais monter ici, je peux y rester un certain temps pour mes jonctions supraconductrices, et puis je vais redescendre, et là je vais suivre ma partie hystérétique. Mais si vous faites la même chose avec ces jonctions-là, donc jusqu'ici tout va bien, mais quand vous allez aller ici, ça veut dire que là vous avez votre jonction qui est en train de bouger dans votre gaz et de déposer plein d'énergie. Parce que, vous voyez, l'allure du gaz quand la jonction bouge au-dessus de la vitesse critique. Donc quand vous êtes là et que vous restez, eh bien, vous chauffez considérablement votre gaz. Et j'ai affaire à un système isolé. Donc toute l'énergie que je dépose quand je parcours cette branche-là, elle est là et elle reste là. Et je pense que, par conséquent, quand on va redescendre ici, on ne va pas du tout retrouver un gaz à température nulle comme on avait à l'aller, on va avoir un gaz assez chaud, et donc ça va être très difficile de voir quelque chose qui va continuer ici et puis redescendre. Donc ce qu'il faudrait pour vraiment observer cette hystérésis, me semble-t-il, ce serait d'arriver à rendre ces gaz un peu ouverts, arriver à les refroidir pour les maintenir à la bonne température pour pouvoir parcourir donc cette caractéristique dans les deux sens, à l'aller et au retour. En tout cas, c'est un problème ouvert. Si certains d'entre vous ici ont envie d'observer une hystérésis pour une jonction atomique, eh bien, ce serait quelque chose de tout à fait intéressant. Un mot sur l'origine de la dissipation. J'ai déjà montré ces courbes-là plusieurs fois. Donc, V inférieur à VC, il n'y a rien à dire. En revanche, V supérieur à VC, il y a beaucoup de choses qui se produisent ici. Quand on analyse un petit peu plus précisément ce que sont ces aspects chahutés de la distribution en densité, eh bien, en fait, on voit que ce qui se passe, c'est que la barrière, quand elle bouge au-dessus de la vitesse critique, c'est qu'elle génère des solitons qui peuvent être gris ou noirs. On a fait un cours l'an dernier sur les solitons, hein, mais un soliton noir, c'est un soliton pour lequel la densité chute complètement à zéro, avec une différence de phase de pi d'un côté à l'autre du soliton. Un soliton gris, c'est la densité ne chute pas complètement à zéro. À ce moment-là, le soliton est produit avec une vitesse non nulle, alors que le soliton noir est au repos. Donc là, il y a les deux qui se passent, les solitons gris et les solitons noirs. On peut vérifier en regardant la phase. Oups là, c'est pas ça que je voulais montrer. On peut le vérifier en regardant la phase. Voilà. Donc ici, ça c'est l'allure de la phase quand la vitesse est inférieure à la vitesse critique. Ce que je trouve, c'est une phase uniforme à gauche, une phase uniforme à droite, avec une différence de phase au niveau de la jonction, mais ça c'est normal. J'ai un flux de particules qui traverse ma jonction, donc il faut que j'ai une différence de phase pour créer ce n point. Donc la différence de phase que vous avez là, entre là et là, c'est simplement le n point ici, qui est proportionnel à sinus phi. Donc n point, c'est les particules qui traversent la barrière, et le sinus phi, c'est donc la sinus de la différence de phase entre la gauche et la droite. Mais bon, ça, c'est ce qu'on attendait, donc on le trouve, on est content. Du côté droit, ici, vous voyez que vous avez une phase chahutée avec des sauts de phase, une phase qui varie rapidement entre pratiquement pi, donc c'est pour ça que je peux dire que j'ai des solitons qui sont presque des solitons noirs, presque au repos. Voilà.
Ça, je vous l'ai dit dans le cadre de l'équation de Gross-Pilaevsky, donc, où je traite mon gaz une dimension par une approximation de champ moyen, mais ça reste vrai, ces générations de solitons, même si on va prendre un gaz indé en interaction forte, c'est-à-dire dans le régime de Tonks-Girardot. Là, je vous ai mis comme référence un article du groupe d'Anna Minguzzi qui traite explicitement ce problème. Alors, si on passe maintenant à 2 dimensions ou à 3 dimensions, à ce moment-là, ce n'est plus des solitons qu'on voit apparaître comme source du mécanisme dissipatif. Ce sont des vortex, des petits tourbillons. Donc là, je vous donne un exemple de résolution numérique de l'équation de Gross-Pilaevsky. Ça a été fait par Singh et al. Il y a 2 ans. Donc là, vous avez toujours une barrière mobile. Hein. Donc vous avez un gaz qui est un gaz confiné dans un système rectangulaire. Ici, vous voyez, la barrière, elle est représentée en pointillé. Là, je sais pas si... Oui, ça se voit bien. Peut-être pas très bien. Je peux la surligner ici. Votre barrière est là, et puis elle va bouger, donc elle va arriver ici, etc. Elle bouge de la gauche vers la droite, comme toujours. Et ce que vous voyez, eh bien, c'est des... Alors, évidemment, j'ai pris du rouge, donc je vais enlever mes pointillés rouges, parce que sinon, on les confond avec les vortex qu'ils ont mis. Voilà. Ce qu'ils voient apparaître, c'est donc des vortex qui sont nucléés à l'intérieur de la barrière. Ils sont nucléés par paires, donc un point rouge, c'est un vortex avec un enroulement de phase plus 2π, un triangle bleu, c'est un vortex avec un enroulement de phase moins 2π. Donc il y a des paires de vortex qui sont nucléés à l'intérieur de la barrière, proches l'une de l'autre, et puis ensuite elles se retrouvent dans la partie de gauche, donc la partie avec la déplétion en densité, et ensuite les paires de vortex ont tendance à se séparer. Voilà. Et donc vous voyez un vortex rouge ici, un vortex bleu là. Et donc c'est ce qui crée donc la dissipation. C'est quelque chose, donc on est content de le voir pour les jonctions atomiques, mais c'est quelque chose qui est bien connu également pour les jonctions Josephson supraconductrices. Je crois que c'est Anderson le premier qui a parlé de phase slip, donc de glissement de phase, et ça a été vu de multiples fois pour des jonctions supraconductrices. Voilà. Bien, eh bien, j'en arrive donc à la dernière partie de ce cours, qui est revenir à l'effet tunnel macroscopique, à revenir aux jonctions supraconductrices avec l'effet tunnel macroscopique. Donc, j'aimerais vous décrire là des expériences qui ont été faites par Clark, Devoré et Martinis, qui leur ont valu ce prix Nobel en 2025. Alors, pour situer les enjeux de cette recherche qu'ils ont faite dans les années 80, je vais commencer par citer des articles de Tony Leggett, qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Tony Leggett réfléchissait beaucoup, dans ces années-là, aux effets quantiques macroscopiques. Et la question qui se posait, en particulier dans l'article que j'ai mis ici, c'est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que les expériences qui ont été faites, à l'époque, en 1980, sur ce qu'on appelle des systèmes quantiques macroscopiques, dans quelle mesure est-ce que ces expériences testent la linéarité de la physique quantique ? Vous voyez, dans quelle mesure est-ce que l'hypothèse que l'équation de Schrödinger linéaire peut être extrapolée à des systèmes arbitrairement complexes ? Et sa réponse était que non, ces expériences qui avaient été faites ne permettaient pas de dire que la physique quantique, avec le principe de superposition, donc la linéarité, pouvait s'appliquer à des grands systèmes. Alors, je peux développer un tout petit peu cet argument. Prenons donc un système à n corps, un système arbitrarily complexe, comme dit Tony Leggett. Je prends les fonctions d'une particule de ce système, psi a de x, psi b de x. Eh bien, on peut imaginer des états possibles, comme un état où je mets toutes les particules dans l'état A. Donc ma fonction de n corps, psi de x1, x2, xn, ce sera psi a de x1 fois psi a de x2 fois psi a de xn. Je peux évidemment les mettre dans l'état B et fabriquer la fonction de n corps, psi b de x1, psi b de x2, psi b de xn. Ces états correspondent à ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein, c'est-à-dire que j'ai mis toutes mes particules dans la même fonction macroscopique, le petit psi, qui est écrit ici. Mais ce sont des états qui sont des états sans la moindre corrélation entre les particules. Si je fais une mesure sur la particule A, eh bien, ça ne va pas changer du tout l'état de la particule B, de la particule C. Pardon, si je fais une mesure sur la particule 1, ça ne va pas du tout changer l'état de la particule 2, de la particule 3, de la particule n. C'est des états factorisés.
Alors vous pouvez me dire, très bien, au lieu de prendre psi A ou psi B, prenons psi A plus psi B sur racine de 2. Donc, ou plus généralement, alpha psi A plus bêta psi B. Mais si vous prenez simplement un état factorisé avec alpha psi A plus bêta psi B pour 1, même chose pour 2, même chose pour n, c'est la même conclusion. C'est toujours un état factorisé, c'est toujours pas un état avec des corrélations fortes entre les particules qui testent vraiment le principe de superposition à l'échelle macroscopique. Et ce qui explique Leggett parfaitement, c'est que ce qu'il faut pour tester ce principe de superposition, c'est fabriquer une superposition avec des amplitudes alpha et bêta, par exemple, de psi A de x1, psi A de x2, psi A de xn, et de psi B de x1, psi B de x2, psi B de xn. Alors là, vous avez des corrélations fortes entre particules, et si vous faites une mesure sur la particule 1, eh bien, aussitôt, ça va vous projeter votre fonction d'onde macroscopique sur le résultat de la mesure qui correspond à ce morceau-là de la fonction d'onde, et éliminer celui-ci, et vice-versa. Donc, ce que dit Leggett, c'est que dans les années 80, aucune expérience n'a testé ce principe de superposition à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire fait de chat Schrödinger. Alors, Leggett a bien sûr en tête les jonctions Josephson, puisque là, vous avez affaire à beaucoup de paires de Cooper qui voyagent ensemble. Donc, l'observation, ce que dit Leggett, c'est si on pouvait observer de la cohérence quantique entre ce qu'il appelle macroscopically different flux state. Donc là, il a en tête les jonctions Josephson, mais dans une configuration de SQUID qu'on verra plus tard, où vous avez mis deux jonctions Josephson sur un petit anneau, et donc le courant peut circuler dans un sens ou dans l'autre de l'anneau. Et donc si on pouvait voir une superposition cohérente d'un flux correspondant à un courant circulant dans un sens, donc un flux disons comme ça, et d'un flux comme ça, là à ce moment-là, ce serait aussi proche que ce qu'on peut imaginer de la version de laboratoire d'un chat Schrödinger. Donc ce serait cet état psi A de x1, psi A de x2, psi A de x1, psi A de xn, c'est-à-dire toutes les paires de Cooper tournant dans un sens, plus celui-ci, toutes les paires de Cooper tournant dans l'autre sens. Mais Leggett conclut son article que, en pratique, l'observation d'un tel état présente de difficultés sérieuses, même si elles ne sont pas insurmontables. Alors bon, on a fait beaucoup de progrès depuis. Des chats Schrödinger ont été vus dans de multiples contextes. Il y a d'ailleurs Jean-Michel Raymond dans la salle, donc voilà. Ce n'étaient pas des jonctions Josephson, mais enfin, c'était des chats Schrödinger. Et les flux qubits qui sont utilisés dans les systèmes de jonctions supra pour faire de l'information quantique, ce sont des superpositions donc, de flux dans un sens et dans l'autre. Donc, on a progressé depuis 1980, mais néanmoins, Leggett en était là dans ses réflexions, et ce qui conclut son article en disant il y a peut-être une autre voie. Si la cohérence quantique est problématique, d'un point de vue expérimental, qu'en est-il de l'effet tunnel? Et là, les perspectives semblent beaucoup plus favorables. Et donc, Leggett, en 1980, dit la bonne chose à faire avec les jonctions Josephson, au moins dans l'état de l'art de 1980, c'est de chercher à voir de l'effet tunnel macroscopique. Et donc, il va passer pas mal de temps, en particulier avec Caldera, une série d'articles célèbres, pour vérifier qu'effectivement, ce principe de superposition va pouvoir s'appliquer au moins pour l'effet tunnel, même s'il y a de la dissipation. Donc, ils vont analyser le rôle de la dissipation sur l'effet tunnel et conclure que donc il y a des perspectives intéressantes. Alors, c'est là-dessus que vont partir donc le Clark, Martinis et Dévoré. Donc, ils vont reprendre cette planche à laver là, voilà, comme ça. Et ils vont la mettre au voisinage du courant critique. C'est-à-dire que si j'ai une petite bille là, voilà, donc ils vont se mettre, j'espère que ça va marcher, voilà, ils vont se mettre comme ça, et puis ils vont se mettre juste avant le courant critique, juste avant que la bille ne dévale la pente, là, voilà, comme ça. Je vais essayer de ne pas la perdre, la bille, parce qu'elle est précieuse. Donc on se met juste au voisinage de ce point-là. C'est Leggett qui suggère de faire ça. Donc, en se mettant là, en fait, on peut. Voilà à quoi ressemble le potentiel. Donc, vous avez ce minimum local très peu prononcé, puis ça redescend, et puis vous auriez un autre minimum local ici, etc. Donc, c'est cette planche fortement inclinée. On peut représenter, pour faire des calculs, on peut représenter ce potentiel ici localement par une fonction cubique, c'est-à-dire que tout se passe au voisinage de phi égale pi sur 2.
ici, et donc on peut poser x égale phi moins pi sur 2, qui va donc être un petit paramètre, et à ce moment-là, eh bien, la variation du potentiel est bien approximée par IC moins I fois X. Donc ça, c'est ce qui se passe là, c'est cette tangente ici, qui va donc être positive, puisque IC est un petit peu plus grand que I. Ici, j'ai pris 5%, plus grand. Et puis, vous avez le terme cubique. Quand X devient plus grand, c'est le terme cubique qui prend la place, et ça tend comme ça. Donc l'approximation cubique, elle est en pointillé, et le potentiel qui est écrit ici est en trait continu. Alors, quand on connaît ça, eh bien, on peut calculer la hauteur de la barrière. Donc, elle varie comme IC moins I à la puissance 3,5. Et la fréquence de l'oscillation plasma, c'est la fréquence de l'oscillation dans les petites... ici, c'est donc IC moins I à la puissance 1 quart. Cette hauteur delta U, là, c'est ça, hein, la hauteur de la barrière, que je sois bien clair. Voilà, c'est ça, delta U. Voilà. Et donc... ce qu'on va chercher à voir dans un premier temps, quand je dis on, le groupe de Berkeley, c'est l'activation thermique de la barrière. Donc j'ai ma particule qui est piégée ici, c'est ma bille là, et je vais regarder comment est-ce que les fluctuations... Donc ma barrière, je ne change pas son inclinaison, hein, et je me demande comment est-ce que les fluctuations thermiques vont faire sauter la bille depuis son état d'équilibre ici vers l'état où elle dévale la pente. Presque perdu, mais je l'ai encore. L'état où elle dévale la pente. Donc ça, c'est une loi d'Arrhenius, hein, c'est quelque chose qui est bien connu en physique classique. Le taux avec lequel la particule va s'échapper de la barrière, en passant par-dessus, ça va être une exponentielle de delta U, je vous ai donné son expression juste à l'instant, donc là, cette hauteur-là, je peux la réécrire, de delta U, divisé par KT, KBT. Et ça, donc, si je reviens au modèle RCSJ, ça correspond effectivement à un passage entre deux états qui sont radicalement différents l'un de l'autre. Quand ma particule est ici, au fond de la barrière, au fond du potentiel, pas au fond de la barrière, au fond du potentiel, de ce minimum local, là. Donc, elle est au repos, donc phi est constant, donc phi point, bon, je ne les ai plus les équations, mais le potentiel électrique est nul, puisque le potentiel électrique c'est phi point. Ça veut dire donc que je n'ai pas de courant qui passe dans la résistance, puisque je n'ai pas de potentiel grand V. Ma capacité n'est pas chargée, donc tout le courant passe dans ma jonction. Une fois que j'ai transité, que je suis passé donc du fond de la barrière à une particule qui dévale la pente, si ma particule dévale la pente, ça veut dire qu'elle a une vitesse non nulle, phi point est non nulle, hein, encore une fois, vous la voyez descendre là, hop, voilà, donc elle a une vitesse dirigée vers ma droite, vers votre gauche. Donc, phi point est non nul, V est non nul, et donc essentiellement, eh bien, tout le courant passe en majorité dans la résistance. Il y a aussi du courant qui passe dans la jonction et dans la capacité, mais ça va être un courant alternatif à ce moment-là, puisque comme V est non nul, phi point, la phase va évoluer en fonction du temps, donc c'est un courant alternatif. Donc, ce qu'on observe là, c'est une transition activée thermiquement entre l'état de gauche ici et l'état de droite, et c'est bien deux états qui sont macroscopiquement différents. Il se passe deux choses différentes au niveau de mes circuits électriques. Et ça, c'est le premier article de cette série du groupe de Berkeley, où ils ont vu, donc, en fonction du temps, ils ont regardé les instants de bascule de la jonction. Et ce que vous voyez ici, c'est donc que ces instants de jonction sont bien ajustés par une loi exponentielle, hein, c'est des coordonnées semi-logarithmiques, une loi du type n de t égale n de 0 puissance moins gamma t. On mesure donc le gamma, ce qui va être simplement la pente ici, et ce gamma, donc, on va regarder s'il s'ajuste bien par une loi en exponentielle moins delta U de I sur kt. Donc delta U, je vous ai dit qu'il varie comme IC moins I à la puissance 3,5, donc il faut refaire l'expérience pour différentes intensités I et de différentes pentes. Eh bien, on peut remonter à la fois à la valeur de IC et à la valeur de la température. La valeur de IC est donc mesurée avec une très bonne précision, de l'ordre du %, même meilleure là, et la température qu'on mesure est bien la température du bain dans lequel est plongée la jonction, qui est donc à ce stade de 4 Kelvin. Voilà. Ce qu'ils ont également vu dans cette publication, qui est co-signée également par Daniel Estève, qui était passé un séjour à ce moment-là, c'est une activation thermique augmentée par la micro-onde
par une micro-onde. C'est-à-dire que si la barrière, au lieu d'être vraiment statique, si vous la faites gigoter un peu comme ça, en mettant une micro-onde en plus, donc qui fait passer un courant en I cosinus oméga t, et que ce courant a le bon goût d'osciller à une fréquence qui est résonante avec les oscillations plasma, évidemment, ça va aider la bille à sortir du trou. Donc, ils ont pu comme ça mesurer la fréquence des oscillations plasma et vérifier que c'était bien ce qu'on attendait. Donc, à ce stade, ils avaient une très bonne compréhension de la barrière, mais tout était classique, si je puis dire, thermique. Donc, dans une autre série d'expériences, 1 an plus tard, ils sont passés au régime quantique, donc ce que cherchaient à voir les guettes, l'effet tunnel. Et ils sont allés beaucoup plus bas en température pour diminuer beaucoup l'activation thermique. Et quand je dis beaucoup plus bas en température, c'est par un facteur 200. Ils sont passés de 4 Kelvin, vous allez le voir, à 20 millikelvin. Donc beaucoup plus bas en température. Et à ce moment-là, eh bien, la particule peut toujours sortir de la barrière par activation thermique, mais ça va devenir de plus en plus petit, puisque la température ici est dominateur. Donc si vous divisez la température par 200, vous allez multiplier l'argument de l'exponentielle par 200. Et comme c'est un argument négatif, ce taux va être considérablement réduit. Et donc, va pouvoir se superposer à ça un passage par effet tunnel à travers la barrière pour cette particule ou pour cette bille ici. Ce passage par effet tunnel, vous voyez comment ça forme ici. Il fait toujours intervenir l'exponentielle d'un nombre qui est proportionnel à la delta U, la hauteur de la barrière. Ça, on est habitué à ça dans le cadre de l'effet tunnel. On sait que la probabilité de passage d'une barrière décroît exponentiellement vite quand on augmente la hauteur de la barrière. Le dénominateur, c'est h bar oméga p, la fréquence plasma, donc la fréquence des petites oscillations au voisinage de ce minimum local, là. Et puis, il y a un coefficient BQ, ici, qui est un coefficient numérique d'ordre de quelques unités, qui a été calculé par Caldera et Leggett. Et donc, on sait combien il vaut. J'ai donné sa valeur dans les notes. Donc, ce que vont faire les chercheurs du groupe de Berkeley, c'est qu'ils vont mesurer une nouvelle fois le taux de départ de cette particule-là. Ils vont analyser leurs données par une loi qui est en exponentielle moins delta U sur kT, où le T ici est un T effectif. C'est une température qui s'appelle T escape, c'est une température d'échappement, si vous voulez. C'est une manière d'analyser les données phénoménologiques. Et toute la question, c'est comment varie cette température d'échappement avec la température du système. Et voilà le résultat. Quand on regarde, quand on trace en abscisse la température réelle du système et ici la température d'échappement, donc les deux sont en millikelvin, donc ici vous avez des températures de l'ordre du Kelvin, et puis comme je vous l'ai dit, ici on descend jusqu'à 20 millikelvin, eh bien ici vous avez aussi des résultats pour deux jonctions, la jonction noire et la jonction blanche, enfin les ronds pleins et les ronds blancs. Eh bien ce qu'on voit c'est la chose suivante, c'est donc à haute température, la température de l'ajustement ici correspond à la température mesurée. Donc on retrouve le résultat de l'année d'avant, où c'est un thermomètre, si vous voulez, cette chose-là. Mais quand on baisse la température, alors que l'effet de tunnel, l'activation thermique classique, devrait faire tendre cette chose-là vers zéro, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on a un plateau qui apparaît et que la particule continue à s'échapper, mais on ne peut plus expliquer la manière dont elle s'échappe par de l'activation thermique. La température est trop basse pour être expliquée avec de l'activation thermique, et c'est donc une mesure de ce passage de la particule par l'effet tunnel. Et la prédiction de Caldera et Leggett est ici. Donc la prédiction de Caldera et Leggett était à 36 millikelvin pour cette température d'échappement, température effective que vous déduisez du BQ et du h bar oméga p, et ce qu'il mesure à très basse température, c'est 37 millikelvin. Donc c'est quand même un accord théorie-expérience remarquable. Vous avez deux jonctions ici. Vous avez une jonction avec un I0, I0 c'est IC, c'est la même chose, avec un IC de 9 microampères, pour lequel donc, les températures qui sont capables d'explorer à Berkeley permettaient d'observer cet effet. Là, vous avez une jonction qui qualifie de classique. Bon, elle n'est pas plus classique que l'autre, simplement elle a une intensité critique plus faible, et donc il faudrait aller à la plus basse température pour voir l'effet tunnel. L'effet tunnel.
Voilà, donc ça c'était une expérience superbe. En plus, je crois que je l'ai décrit dans les notes, mais je n'ai pas mis de diapositive ici. Ce qu'ils ont vu également, c'est donc les niveaux quantifiés. Il y en a 2 ou 3 dans ce puits. Ils ont pu vérifier qu'il y avait effectivement des niveaux quantifiés. Selon la hauteur de la barrière, il y en a plus ou moins, mais ces niveaux ont également pu être détectés. Donc voilà, ça remplissait le cahier des charges fourni par Leggett. C'était une première très belle expérience sur cet effet tunnel macroscopique. Voilà, donc je conclus. Ce qu'on a vu donc aujourd'hui, c'est une modélisation classique de la jonction, avec cette description dans le cadre RCSJ. On a vu les caractéristiques courant-tension pour un courant extérieur constant. Et le prochain cours, ce sera que se passe-t-il si on module ce courant. Donc, ce qui veut dire pour ma plaque, là, que se passe-t-il si au lieu de mettre un courant constant, donc une pente constante, si je m'amuse à faire ça, voire faire ça, comme ça. Qu'arrive-t-il à ma bille quand je la mets comme ça? Et ça a une importance pratique considérable, puisqu'on verra qu'il y a des résonances, et que ce sont ces résonances qui ont permis la réalisation de ce qu'on appelait le volt Josephson, et donc a ouvert la voie au nouveau système d'unité qui a été adopté en 2019, je crois. On a vu aujourd'hui donc comment est-ce qu'on transposait ces notions aux jonctions atomiques avec la barrière mobile, et puis on a fait donc un premier pas vers une description quantique de la jonction avec cet effet tunnel macroscopique. Cette description quantique de la jonction, on va l'approfondir, non pas la semaine prochaine, mais à partir du cours 4, en regardant comment est-ce qu'on quantifie les quantités physiques n et phi, et donc on verra d'autres effets quantiques liés à ces jonctions Josephson. Voilà. Bien, je m'arrête ici. Je vous rappelle d'ici 15-16 minutes maintenant le séminaire de Monica. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.